Cette seconde table ronde, elle est centrée autour de la question de l'engagement des entreprises pour favoriser l'intégration des personnes bénéficiaires d'une protection internationale et primo-arrivantes. La question n'est pas nouvelle pour cette matinée puisqu'on l'a abordée, que ça a été abordé par le préfet Régnier, par Nadia Difala, par la Fabrique Nomade, par Inès Mesmar pour la Fabrique Nomade également, et même par Vincent Berne dans la table ronde précédente. Mais les entreprises, elles sont essentielles dans l'accès à l'emploi pérenne des personnes primo-arrivantes et bénéficiaires d'une protection internationale. Et parfois, la méconnaissance du marché du travail en France ou les difficultés liées à la maîtrise de la langue française ou parfois les spécificités du statut administratif font que les personnes BPI peuvent avoir du mal à accéder à l'emploi pérenne par elles-mêmes. On a effleuré le sujet dans la table ronde précédente, mais il y a des freins qui se posent pour les personnes BPI. Et donc, la question, c'est le rôle des entreprises pour favoriser l'accès à l'emploi pérenne des personnes bénéficiaires d'une protection internationale. Notamment, on va le voir, les entreprises peuvent être proactives pour permettre le recrutement des personnes. Et donc, pour échanger autour de cette thématique, j'ai l'honneur d'accueillir à mes côtés Lorraine Planchon, donc, qui est chargée de mission passerelle entreprise à la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France. Anoson Sinanovang, qui est chargée de mission, si je ne me trompe pas, chef de projet emploi, pardon, et coordinatrice du projet Levier aux entreprises pour la Cité. Madame Sylvie Descout, donc, qui est directrice générale de Voisins Parcs et Jardins. Eta Nissari, qui est responsable sourcing et partenariat opérationnel chez Ichuan. Voilà. Et donc, afin de débuter cette table ronde, je vais vous demander une première question, comme on l'a fait avec la première table ronde tout à l'heure. Est-ce que, de votre point de vue, vous observez une mobilisation, une volonté de mobilisation des entreprises sur la question de l'intégration des personnes bénéficiaires d'une protection internationale? Je vais laisser la parole à Lorraine pour débuter. Oui, ça marche tout seul. Ok, super. Bonjour à tous. Sur cette question de la mobilisation des entreprises, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que on a eu un élan de solidarité qui a marqué l'actualité ayant été marquée de la part des entreprises qui se sont mobilisées sur, dans un premier temps, tout ce qui est l'accès aux biens et services de première nécessité pour les personnes dites réfugiées. Et dans un second temps, aujourd'hui, on a une mobilisation des entreprises sur le volet intégration, et qui se posent les questions sur comment on intègre ces personnes dans la société et plus largement dans leurs entreprises. Et du coup, il y a une volonté d'aller plus loin. Donc certaines expérimentent déjà par des dispositifs via des stages, en essayant d'offrir des postes aussi en interne au sein des entreprises. Ça peut aussi également passer par de la mobilisation de salariés d'entreprise sur du parrainage ou du marrainage pour donner potentiellement des cours de français, un appui dans les démarches administratives. Enfin, voilà, il y a tout un panel d'actions qui a été mis en place et dont les efforts restent encore à pousser. Mais je pense que je vais passer la parole à Anoson qui pourra complètement rebondir aussi sur le sujet. Bonjour tout le monde, merci. Effectivement, nous, sur le projet Levier, donc qui est un projet en fait en partenariat avec le groupe Accueil Solidarité et Solinum. LEPC s'occupe de l'accompagnement professionnel et de la mobilisation du coup des entreprises sur nos actions de volontariat. On remarque une grande volonté de mobilisation des entreprises, qu'elles soient membres des entreprises pour la Cité ou non, ou partenaires, ou alors intéressés par notre projet. Sur nos actions du type coaching, mentorat, présentation de métiers aussi en tension. On fait aussi on propose des visites de chantiers d'entreprises. On accompagne les entreprises aussi sur la question du droit de travail des étrangers, sur les démarches aussi pour mettre en place soit des stages d'immersion, soit du recrutement aussi. Et on continue l'accompagnement. Et aussi des entreprises qui recrutent
et qui en fait sont très ouvertes à la question de l'intégration des réfugiés à partir du moment où voilà, elles sont bien accompagnées aussi. Et aussi, on fait partie d'un collectif d'associations qui promeut donc l'emploi des PPI. Et on s'est rapproché du collectif d'entreprises qui s'appelle Refugees Are Talents, pardon, et qui est très très mobilisé sur cette question-là. Voilà. Oui, alors donc. Oui, il faut rapprocher juste le micro. Oui, c'est bon. C'est bon ? Oui, voilà. Nous sommes très sensibilisés aussi à cette question à travers notre syndicat professionnel des paysagistes, puisque nous avons beaucoup de difficultés à recruter dans nos entreprises. Il y a beaucoup de turnover. Nous sommes implantés en Île-de-France et on a du mal à recruter du personnel. Donc, avec notre syndicat professionnel, l'UNEP, nous avons monté un partenariat avec un certain nombre d'associations en Île-de-France pour intégrer des réfugiés dans nos entreprises. Nous-mêmes, l'entreprise Voisins Parcs et Jardins, nous avons commencé dans ce processus cette année avec une expérience très réussie via l'intégration d'une personne d'origine tibétaine qui travaille chez nous depuis 5 mois. Elle est venue en stage pendant 15 jours et on l'a tout de suite intégrée dans l'entreprise. Et nous espérons développer ces solutions le plus souvent possible. Maintenant, il nous manque les candidats. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec un certain nombre d'associations et on espère recruter un grand nombre de ces personnes et de les intégrer dans nos entreprises et les aider à évoluer chez nous. Voilà, donc si vous avez des candidats potentiels, l'appel est lancé. Bonjour. Nous aussi, de notre côté, on voit une mobilisation des entreprises dans l'intégration des personnes réfugiées. Et en fait, cela dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, en fait, de nos jours, c'est la question de la croissance du sujet de la RSE. Et notamment l'inclusion et la diversité qui sont en fait des thématiques majeures de la RSE. Et c'est pour ça les entreprises, ils veulent recruter des personnes réfugiées parce que ce n'est pas seulement une question d'image, mais aussi ils sont observés de près par tout le monde, que ce soit les clients, les partenaires et aussi les collaborateurs, même les anciens collaborateurs, en fait les candidats, ils voient ça. Donc c'est pour ça l'intégration des personnes réfugiées ou le recrutement des personnes réfugiées répond en fait à cette thématique ou à cette réponse. En même temps, en intégrant des personnes réfugiées, c'est la première chose. Et en plus, il a un impact majeur en fait en termes de communication pour l'entreprise, pour la marque de l'entreprise, qui est très important. Et à la fin, il y a les besoins de l'entreprise pour les métiers en tension. Donc ça aussi, c'était un facteur très important qui pousse les entreprises à recruter des personnes réfugiées. Et la dernière élément, c'est engager les collaborateurs, parce que recruter de nos jours, c'est pas facile pour les entreprises, et en même temps garder les personnes qu'on a déjà recrutées, ça aussi c'est pas facile, la question de rétention. Donc c'est pour ça ils sont obligés en quelque sorte de s'adapter avec la situation actuelle. Parce qu'il y a quelques années, en travaillant Ichuan, avant on s'appelait Wero, on avait des entreprises qui ne voulaient pas travailler, qui voulaient pas travailler dans ce domaine, et ils voyaient que c'est trop compliqué. Mais là maintenant, c'est eux qui viennent vers nous de nous demander qu'on les accompagne pour le recrutement des personnes réfugiées. Merci. Merci. Et du coup, je vais continuer avec vous, Tahani Sari. Donc, Ichuan, vous l'avez dit, travaille depuis plusieurs années sur l'employabilité des personnes bénéficiaires d'une protection internationale et primo-arrivantes plus largement. Avec des grandes enseignes, vous travaillez. Et un peu, quels ont été les constats? Donc là, on le voit, les constats à côté entreprise, la question du recrutement, la question de la rétention des personnes. Mais de votre côté, du côté Ichuan et donc du côté Wero, quels ont été un peu les constats qui vous ont poussé à vous rapprocher de ces grandes enseignes-là avec lesquelles vous travaillez actuellement? Pour répondre à cette question, donc, ça commence parce que déjà, on a commencé nos activités en 2015. On a eu des programmes tremplins au sein des grandes écoles. Et on a vu des talents
On a vu des personnes avec des compétences. On a vu des talents qui étaient en train de gâcher. En fait, leurs talents étaient en train de gâcher en France. Et de l'autre côté aussi, en fait, des personnes employables, mais qui n'étaient pas employées. Et de l'autre côté, côté entreprise, il y avait des besoins importants. Et il y avait de l'autre côté, personnes réfugiées ou BPI en général, il y avait une valeur disponible. Donc c'est ça en fait qui a fait qu'on s'est rapproché des entreprises, et pareil de leur côté aussi, ils sont venus vers nous. Le problème, c'est qu'il y a une mobilisation, une volonté côté entreprise, mais par contre, ils ne savaient pas d'où, comment et par quel côté commencer. Donc là, c'était la question qu'on a fait. On a fait l'accompagnement des centres d'entreprise de A à Z. Donc de recrutement de la personne réfugiée jusqu'en fait à la fin du sourcing, jusqu'à la fin de recrutement, même après le recrutement, quand la personne a été au sein des entreprises. Et du coup, là, vous citez des freins. Vous dites les entreprises ne savaient pas comment recruter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces freins-là pour les entreprises que vous avez identifiées? Et là, vous parlez d'accompagnement depuis le sourcing jusqu'après l'embauche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, en détail, comment vous accompagnez justement ces recrutements-là pour que ça fonctionne et que tout le monde y trouve son compte? Oui, donc c'est plutôt inaccessibilité de ces parcours. On ne peut pas trouver des personnes réfugiées comme... en fait, ce sont des parcours un peu atypiques qui ne sont pas présents sur les réseaux en fait, type LinkedIn. Ce n'est pas facile en fait, de trouver ces parcours ou ces personnes. Ils ne connaissent pas forcément en fait, les codes en France parce qu'ils viennent d'une autre région. En fait, les cultures sont différentes. Donc, le système est différent. Et sauf avec Pôle emploi, ils sont inscrits à Pôle emploi. Mais pour eux, c'est difficile de retrouver un emploi. Et nous, de notre côté, l'entreprise, ils veulent recruter, mais par contre, ils n'arrivent pas. Comment? Et nous, en travaillant avec les personnes réfugiées, et en travaillant de près avec toutes les associations et avec les dispositifs nationaux d'asile, et en fait la FAS aussi, avec OFI, avec Pôle emploi, on travaille. Donc là, nous, on a un pôle de talent et on connaît aussi le sujet, les sensibilités de ces personnes et aussi des entreprises. Donc, on a ce pôle de talent, on fait le sourcing pour les entreprises, pour des besoins. Ils ont des besoins, ils nous envoient, en fait, on a tel besoin, tel besoin. Et nous, de notre côté, on cherche des personnes. Et après, côté entreprise aussi, on va toujours, on forme ces personnes. Et à la fin, on fait un accompagnement post-recrutement. Mais en même temps, il faut que l'entreprise aussi, il soit, il sera facile pour l'entreprise aussi quand les personnes arrivent, ils soient bien accueillis parce qu'il y a des différences culturelles aussi qui existent. On forme les personnes réfugiées, comment s'adapter en France, ils font plusieurs pas. Donc là, il faut que de côté en fait, de l'entreprise aussi, en fait, les personnes, les collaborateurs soient sensibilisés. Donc c'est pour ça on a commencé de faire des ateliers, de sensibiliser et de former des collaborateurs des entreprises avant que des personnes arrivent. Donc ils sont aussi les collaborateurs, les personnes qui vont travailler avec les personnes réfugiées, ils sont déjà prêts de voir les différences, d'ouvrir en fait leur esprit un peu, donc comment travailler les différences interculturelles. Donc là, on travaille sur ces aspects-là. Et pareil, il faut que l'entreprise, il sort en fait il ouvre un peu, en fait, il soit plus ouverte pour le recrutement. Et à la fin, il ne voit pas la question de recrutement des personnes réfugiées comme un sujet de la RSO, mais plutôt un investissement global. Il va comme un investissement global et qu'il sort en fait d'un recrutement anecdotique qu'il recrute de manière massive parce que les besoins sont massifs. On a beaucoup en fait, des postes à pourvoir en France qu'ils n'arrivent pas à recruter. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter et de leur côté, on a des personnes. Il faut qu'on fasse en fait, ce changement d'anecdotique, oui, on a recruté une personne réfugiée et que vraiment, il faut que ce ne soit pas de la communication, mais plutôt au-delà de ça. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Anneson Signanovang. Donc, les entreprises, pour la cité,
Alors j'ai dit que c'est un club d'employeurs, vous allez me corriger si ce n'est pas exactement ça, mais vous avez décidé, vous en avez parlé, de vous investir dans la question de l'intégration des personnes BPI, notamment au travers du projet Levier, qui est lauréat du PIC IPR, dont on parle beaucoup depuis ce matin. Et pouvez-vous nous dire un peu ce qui vous a poussé à faire de l'intégration des réfugiés un axe fort du plan d'action des entreprises pour la cité? Du coup, pour club d'employeurs, je dirais, on est un réseau d'entreprises, donc un réseau d'entreprises engagées, qui a été créé donc, il y a 35 ans. Je ne sais pas si tous connaissent Claude Bébéard, notamment donc, fondateur d'AXA. Et l'idée, c'était que ce soit un laboratoire de réflexion, d'action pour accompagner les entreprises en fait, sur ce qu'on appelle les questions RSE aujourd'hui. Et donc, on accompagne ces entreprises-là sur 3 champs de compétences qui sont l'éducation et l'inclusion numérique, inclusion dans l'emploi et diversité, et mécénat et investissement citoyen. Et dans le cadre de nos missions, en fait, dans le pôle inclusion dans l'emploi, donc le projet Levier est né. Mais c'est né aussi de la volonté en fait, d'entreprises membres de l'EPC. Donc, je n'ai pas parlé des membres, mais ça va de PME à des grands groupes. C'est la volonté aussi, face aux questions migratoires, de pouvoir s'impliquer sur la question de l'intégration en fait, des BPI. Donc est né ce projet Levier qui se fait en partenariat, je l'ai dit tout à l'heure, avec le groupe Accueil Solidarité, le GAS, qui s'occupe de l'accompagnement social en fait, des bénéficiaires et qui s'occupe du recrutement. Donc, accompagnement social, c'est l'accès aux droits, c'est l'accès au logement, puisqu'ils font de l'intermédiation locative. L'accès aussi aux procédures de naturalisation, de réunification familiale. Et Solinum qui cartographie en fait, les initiatives solidaires sur le territoire. Et nous, donc, on s'occupe de l'accueil, de l'accompagnement professionnel, décidément, par des ateliers collectifs sur le monde de l'entreprise en France, sur le travail sur CV, l'aide de motivation, et un suivi individuel aussi qui va jusqu'à 24 mois. Et l'idée, c'est de le faire en lien avec des entreprises partenaires, donc qu'elles soient membres ou pas de LEPC. Donc, on les mobilise sur les actions dont je vous ai cité tout à l'heure, coaching, mentorat, visite d'entreprise. Et comme on l'a évoqué, on prépare aussi en fait, ces collaborateurs et collaboratrices d'entreprise sur le public qu'ils vont rencontrer, comment les accompagner au mieux. Et c'est déjà une première initiation aussi à l'accueil en fait, en entreprise par ces actions-là. Et puis, on peut accompagner aussi, effectivement, c'est très proche de ce que fait Each One aussi. Voilà, c'est la raison aussi pour laquelle on souhaitait, on s'est impliqué en fait, sur ces questions-là. J'espère avoir répondu à la question. Très bien. Et puis, vous l'avez un peu abordé, mais du coup, comment les entreprises ont fait une demande aux entreprises pour la cité? Il y avait une volonté des entreprises d'investir pour l'intégration des réfugiés. Aujourd'hui, dans le cadre du projet Levier, vous avez évoqué le rôle du GAS, le rôle de Solinum, votre rôle à vous. Les entreprises, comment elles se mobilisent? Et est-ce que vous avez identifié des freins à la mobilisation des entreprises elles-mêmes ou des leviers dans le cadre de ce projet qui permettent aux entreprises de recruter des personnes du coup, bénéficiaires d'une protection internationale? Alors, par rapport au... Alors, on a parlé des services inclusion et diversité des entreprises qui sont en général très dynamiques et très engagées et qui veulent accompagner au mieux aussi notre projet. Donc, ça se passe par l'accompagnement vers le projet professionnel. Vraiment, la mobilisation pour les actions de volontariat, reçoit un accueil très enthousiaste de la part des entreprises, mais aussi des collaborateurs et collaboratrices elles-mêmes. Après, les grands groupes avec lesquels on travaille sont plutôt sur du recrutement quand même de personnes diplômées ou en tout cas formées, ce qui ne correspond pas forcément au profil qu'on accueille nous sur le projet Levier, parce que l'idée du projet, c'était d'accueillir quand même des personnes qui
qui n'ont pas d'accompagnement, qui sont parmi les plus précarisés, qui ont une maîtrise de la langue. Enfin, on a des niveaux assez hétérogènes en fait dans nos promotions. Donc on a des personnes diplômées, mais on a beaucoup de gens qui n'ont peu ou pas de qualification. Mais ce sont des personnes à accompagner aussi. Du coup, elles correspondent moins quand même au profil recherché dans les grandes entreprises, dans les grands groupes. Et du coup, on travaille beaucoup à faire du démarchage, on va dire, d'entreprises de secteur en tension, d'entreprises locales aussi. On a implanté dans le Val-de-Marne, au Kremlin-Bicêtre. Donc, on développe nos partenariats avec les services de l'État, avec le club d'entreprises engagées du Val-de-Marne. Et voilà pour les leviers. Et aussi, une chose aussi, c'est qu'on accueille 50% de femmes dans nos promotions qui veulent trouver un emploi et qui sont très actives, qui sont motivées. Et le fait est que, en fait, elles ont le frein principal à la recherche d'emploi, c'est la garde d'enfants. Parce qu'elles restent majoritairement responsables de la garde d'enfants et malheureusement, elles ont peu de moyens de garde d'enfants. On les accompagne, le GAS notamment, mais nous aussi, on les accompagne sur ces questions-là, sur des démarches. De notre côté, on essaie de développer des partenariats pour avoir des solutions de garde. Et malheureusement, c'est très, très rare. C'est vraiment un gros frein. Je sais que les entreprises ne peuvent pas grand-chose à ce niveau-là, mais on travaille dessus et on interpelle les services de l'État à ce propos. Et ce on a constaté aussi, c'est parfois des procédures de recrutement pour des postes à bas niveau de qualification qui sont tout de même assez discriminants, même si ce n'était pas la volonté au départ. Mais voilà, ça se place par des plateformes en ligne avec des tests de logique, de langue, de culture, etc., qui ne sont pas forcément accessibles à nos publics. Merci beaucoup. Et on les accompagne là-dessus aussi. Ouais. Merci beaucoup pour ce panorama. Et effectivement, aussi plein de pistes pour nous, de plaidoyer, de pistes, de choses à améliorer. C'est en tout cas très riche. Et je vais maintenant me tourner vers Lorraine Planchon. Donc, la mission Passerelle Entreprise, dont tu es chargée de mission sur cette mission-là, vise à favoriser le recrutement des salariés en insertion par les entreprises. Est-ce que tu peux nous présenter le fonctionnement de cette mission ? Oui, bien sûr. Du coup, la mission Passerelle Entreprise IAE, c'est une mission régionale qui est portée par le GRAFI, groupement régional des acteurs franciliens de l'IAE, insertion par l'activité économique, et qui est animée par la Facile de France. Et en fait, cette mission passerelle, on en parlait ce matin aussi dans les échanges, elle a vocation à faire un lien entre les entreprises qui ont des besoins en recrutement sur des secteurs en tension, très souvent, et des structures d'insertion par l'activité économique qui accueillent au sein des structures des personnes qu'elles vont former pendant des parcours allant de quelques mois à 2 ans maximum. Et l'idée, c'est de faire travailler ces mondes avec des entreprises qui ont des postes à proposer et des structures d'insertion par l'activité économique qui ne sont pas forcément très bien connues par les entreprises, qui accompagnent et forment des personnes au quotidien et qui résolvent un certain nombre de freins pour leur permettre, à l'issue du parcours, de pouvoir intégrer l'emploi en entreprise dite classique, et ce, de manière durable. C'est l'objectif de la mission. Donc, notre fonctionnement, il est de sensibiliser les entreprises justement à ce potentiel de vivier de candidats. Parce qu'il faut savoir qu'en Ile-de-France, on a plus de 400 structures de l'IAE avec près de 28 000 salariés dans leurs effectifs. Et on a à peu près 8 000 potentiels candidats qui sortent chaque année des structures pour intégrer le monde de l'entreprise classique sur des emplois. Et donc, en fait, l'idée, c'est de créer la passerelle entre ces potentiels-là et des entreprises, notamment par le biais de sensibilisation, par le biais justement de moyens de communication
par le biais de newsletters. On va diffuser clairement les offres d'emploi, les opportunités à l'ensemble des structures de l'IAE. Et on va de l'autre côté aller affiner les besoins des entreprises sur les offres de poste. Parce que clairement, en fait, il y a un besoin repéré de pouvoir faire le lien et favoriser le matching entre les profils des candidats et les entreprises sur leur offre de poste, où on les challenge un petit peu aussi pour essayer de trouver des solutions un peu innovantes et un peu différentes ou d'expérimenter des nouveaux formats. Parce que voilà, en France, on a des grilles sur les critères de recrutement. Voilà, avec les CV, voilà, on va attendre un petit peu beaucoup de compétences de la part des candidats. On va être exigeant sur le niveau linguistique, par exemple, dans certains cas. Alors que concrètement, sur le terrain, avec une volonté des managers, une volonté du dirigeant d'entreprise, mais aussi des managers, on se rend compte que voilà, on peut passer certains critères qui étaient rédhibitoires au départ, et pour autant, ça peut favoriser l'intégration de la personne au sein de l'entreprise. Donc, la mission Passerelle a vocation à créer cette rencontre, à mettre en relation sur des profils et les entreprises qui ont des besoins identifiés, et également de développer des actions, du coup, très concrètement, de type job dating, visite d'entreprise, présentation métier, d'expérimenter des dispositifs. Ça a été notamment le cas avec l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, on y reviendra par la suite, et Madame Descout sur le recrutement de personnes BPI, parce que on y reviendra, mais c'est aussi un public qui est accueilli au sein des structures de l'IAE. On a fait une petite étude en début d'année et on s'est rendu compte que dans l'ensemble des structures de l'IAE, on avait à peu près, pour près de 80% d'entre elles, 7% de personnes BPI dans leurs effectifs, donc accueillies et avec une nécessité de trouver des emplois derrière. Voilà un petit peu voilà, la démarche de la mission Passerelle, et c'est également de former, d'outiller les structures de l'insertion par l'activité économique sur le volet relations entreprises pour aussi monter en compétences, mieux connaître le monde de l'entreprise, mieux s'adresser voilà, aux recruteurs et essayer de construire par eux-mêmes des partenariats durables avec les entreprises. Merci. Et du coup, en 2020, l'Union nationale des entreprises du paysage, l'UNEP, s'est rapprochée de la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France pour monter un projet spécifique avec la mission Passerelle Entreprise pour le recrutement des personnes bénéficiaires d'une protection internationale. Est-ce que tu peux nous situer un peu plus comment est né ce projet, comment il a été conçu, et puis après, nous verrons avec Madame Descout concrètement qu'est-ce que ça a permis. Oui, du coup, la mission Passerelle Entreprise IAE a un partenariat de longue date avec l'UNEP qui s'est renforcé depuis 3-4 ans avec pour objectif en fait, on a à peu près une cinquantaine de structures d'insertion par activité économique qui sont positionnées sur le secteur des espaces verts en Île-de-France. Donc l'objectif, c'était, elles interviennent sur leur territoire, elles développent des compétences auprès des personnes qu'elles accompagnent. Et l'idée, c'était de réfléchir à comment créer la rencontre avec les entreprises de leur territoire, de développer des liens de proximité, et ce, dans deux objectifs. D'une, qui concerne un peu moins notre thématique du jour, mais qui est de développer des partenariats et des collaborations sur l'accès au marché, marché public et privé, en sous-traitance ou en co-traitance, et de l'autre, de pouvoir travailler sur la question du recrutement avec un secteur en tension, des salariés en insertion voilà, qui sont formés au quotidien, qui potentiellement ont dans leur pays d'origine déjà développé des compétences sur tout ce qui est le secteur de l'agriculture par exemple ou autre, mais qui ne sont pas forcément reconnus en France à travers le système de certification français, mais qui pour autant ont développé des compétences, qui ont une appétence pour le secteur. Et du coup, l'idée, c'est de créer le lien. Et donc, cette rencontre s'est faite naturellement avec l'UNEP. Comment on a fonctionné? Donc, on a interrogé les structures de l'IAE pour savoir si des candidats étaient intéressés, disponibles pour faire le lien.
l'UNEP a mobilisé les entreprises de son réseau pour voir celles qui étaient intéressées pour tester un nouveau, je vais y arriver, dispositif dédié aux personnes BPI. Et donc l'aventure a démarré un petit peu comme ça. Aujourd'hui, on a 3-4 entreprises qui ont été mobilisées. À chaque fois, on a 3, 4, 5 candidats qui ont été recrutés. Donc le dispositif était tel, il y a eu des présentations métiers auprès des candidats. Ces candidats-là ont ensuite intégré les entreprises des espaces verts par le biais de PMSMP, période d'immersion d'entreprise, ce qui a vocation aussi, il faut le rappeler, à parfois rassurer les entreprises qui sont inquiètes sur quel est ce public qu'on va m'orienter, je ne comprends pas très bien, il y a quand même pas mal de problématiques en termes de droit du travail, comment je fais, s'il y a des problèmes de logement, comment je vais m'en dépatouiller. Enfin, voilà. Donc il y avait un besoin de rassurer aussi les entreprises sur les personnes accueillies. Donc c'est aussi l'intérêt des structures de l'insertion par l'activité économique qui ont des personnes dédiées, mais ça se passe aussi ailleurs avec des chargés d'accompagnement. L'idée, c'est de dire, on a une personne dans les structures, travailleur social, qui va maintenir le lien avec ces personnes au sein de l'entreprise pendant quelques temps pour garantir la sécurisation du parcours. Donc s'il y a une problématique, l'entreprise pourra intervenir. Enfin, le CIP, le conseiller en orientation, pourra intervenir et en lien avec l'entreprise. Donc on a essayé de mettre en place ce parcours-là. On a eu des réussites. Il y a eu des moins réussites aussi, mais du fait soit du candidat finalement qui ne se sentait pas forcément de partir dans cette entreprise, ou de l'entreprise qui se dit finalement je ne sais pas comment je vais pouvoir intégrer ce candidat. Donc là on sait qu'on a besoin encore de travailler sur ces questions, et je pense qu'effectivement la sensibilisation en amont des managers, c'est vraiment une piste intéressante pour l'acculturation. Encore faut-il que ça nécessite aussi de prendre du temps pour l'entreprise, et du temps qui est parfois précieux des équipes opérationnelles pour s'engager dans ce type de démarche-là. Mais voilà, donc on a quand même eu 5 CDD sur ce volet expérimental-là qui ont été recrutés. L'objectif, c'était vraiment d'expérimenter pour aller plus loin. On est en train de co-construire un parcours, on en parlera peut-être après, mais voilà, où on essaie d'aller un peu plus loin encore sur cette démarche-là, pour favoriser les réussites d'intégration en emploi avec des entreprises engagées, et c'est vraiment ensemble qu'on arrive à créer ces parcours assez innovants et concrets et opérationnels. Merci Lorraine. Et donc du coup, je vais laisser la parole à Sylvie Descout. Donc vous avez recruté une personne BPI via ce projet. En CDI. En CDI. Tout à fait, Bravo. tout de suite. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, du côté de l'entreprise, comment ça s'est passé ce recrutement ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons de grandes difficultés à recruter du personnel. C'est vrai qu'on a parlé de formation, on a parlé de formation diplômante. En France, on pense que si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas travailler. En tout cas, nous, ce n'est pas le cas dans notre secteur d'activité, le paysage. Et on cherche avant tout des personnes motivées, des personnes qui ont envie d'apprendre, et des personnes qui vont être à l'écoute de leur encadrant et qui vont pouvoir progresser. Et lorsque l'UNEP nous a présenté ce projet, il nous a mis en relation avec des associations chargées d'intégrer des personnes d'origine réfugiée. Moi, je n'ai pas trop le vocabulaire, je ne le maîtrise pas beaucoup. Nous avons tout de suite dit oui. On a été très bien accompagnés. On a été mis en relation avec, malheureusement, pas assez de personnes à notre goût, mais on va continuer, on va persévérer. Donc, nous avons rencontré Tsering, qui tout de suite a montré sa volonté de vouloir intégrer le milieu des espaces verts. Il a eu d'abord une période de 2 semaines de stage.
je l'appelle comme cela. Et depuis, donc, il a intégré l'entreprise. Ça se passe très bien. Et aujourd'hui, nous souhaitons vraiment multiplier ce type de projet dans toute l'Île-de-France, puisque nous sommes implantés dans toute l'Île-de-France, avec toute personne, qu'elle ait une formation ou pas. Mais c'est vrai que si elle est issue du monde de l'agriculture dans son pays, c'est peut-être un peu plus facile. Elle va davantage connaître le métier ou peut-être évoluer plus rapidement. On en parlera, je pense, aussi tout à l'heure. Il peut y avoir la barrière de la langue, mais à partir du moment où en face de vous, vous avez quelqu'un qui est attentif, qui écoute ce que vous lui dites et qui va vouloir avancer, il n'y a pas de difficulté, on peut les surmonter et puis on l'accompagne et au fur et à mesure de son intégration dans l'entreprise, la personne arrive à communiquer. On peut arriver à communiquer avec les yeux, avec des gestes, avec des mots du franc-anglais ou autre, et avec de bonne volonté de part et d'autre, on y arrive. Notre personnel encadrant, lui, est tout à fait prêt à intégrer ce type de public, puisqu'il a beaucoup de difficultés à recruter par ailleurs, donc des bonnes volontés et des personnes qui arrivent le matin en vous remerciant de lui donner du travail. Alors là, pour nous, la journée est ensoleillée pour toute la journée. Parce qu'à côté de ça, vous avez du personnel qui vient pas, qui a un petit bobo qui va s'arrêter, alors que ces personnes-là, elles sont vraiment motivées, elles ont envie d'y aller. Et pour nous, c'est vraiment une satisfaction totale. Et on espère continuer dans cette voie-là et recruter de nombreuses personnes. C'est notre volonté. Et du coup, pour vous, c'est quoi les conditions favorables justement pour le recrutement de réfugiés ? Quelles seraient les conditions idéales pour aussi pouvoir continuer dans cette voie-là ? Alors, idéalement, c'est qu'on puisse rencontrer un certain nombre de personnes, que les personnes, j'en parle encore, la barrière de la langue puisse évoluer, je veux dire, qu'ils puissent avoir accès à des cours, qu'ils puissent être aidés, parce que dans leur vie de tous les jours aussi, c'est important que ces personnes-là puissent déjà avoir un minimum d'intégration sur le territoire. Ça, c'est important parce que à partir de ce moment-là, elles se sentent mieux, elles ont l'esprit beaucoup plus tranquille et elles peuvent venir travailler en se sentant bien. Si à côté de ça, elles ont un logement, si elles ont des enfants, si les enfants sont scolarisés ou sont gardés, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, les principaux freins qu'il faut passer, c'est la barrière de la langue, l'intégration et que les personnes se sentent bien chez nous. Merci. Et sur la langue, effectivement, vous parliez d'avoir les possibilités de suivre des cours. Nous, c'est quelque chose qu'on porte à la Fédération des acteurs de la solidarité dans notre plaidoyer sur l'apprentissage du français. On avait fait d'ailleurs une table ronde sur le sujet l'année dernière à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Et on avait porté, et on porte toujours, l'idée qu'il faut des cours de différents volumes horaires. C'est comme avec le numérique tout à l'heure. Il faut aussi des cours financés qui soient le soir, qui s'adaptent aux horaires des salariés, pour que les personnes qui n'ont pas encore tout à fait une maîtrise de la langue parfaite lorsqu'elles arrivent en entreprise, elles puissent continuer à avoir des cours et que l'entreprise puisse se dire aujourd'hui, on est sur un niveau A1, A2, peut-être on a du mal à communiquer, mais on va faire avec. Mais on sait que la personne, elle a les ressources aussi pour évoluer et pour avoir une meilleure maîtrise de la langue dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus. Et si je peux me permettre, et l'entreprise, en tout cas mon entreprise, est prête à financer les cours également. Si on a en face de nous une personne qui est volontaire, qui a envie de rester dans l'entreprise, il faut que c'est un travail d'équipe et il faut que ce soit un contrat gagnant-gagnant. Donc l'entreprise est prête aussi à prendre en charge le financement des cours. Ça, c'est très intéressant comme exemple de mobilisation de l'entreprise. Alors, je voulais juste ajouter aussi, c'est vrai que je n'avais pas parlé du coup des cours qu'on proposait au sein de Levier, parce que de toute façon c'est essentiel. Je vous disais tout à l'heure que les niveaux étaient assez hétérogènes. Les cours, on propose des cours de français d'alphabétisation qui sont faits par le Greta 94. Et effectivement, le fait qu'ils soient en atelier
toute la journée avec nous, puis ils ont 2 jours intensifs de cours de français, plus ils ont des actions entreprises où ils doivent parler français dans un contexte professionnel, ça aide beaucoup. On a par exemple l'exemple d'un monsieur afghan, d'origine afghane, d'origine afghane. On avait pas mal de difficultés à converser avec lui au départ, et en fait, en peu de temps, avec tout ça, les ateliers, les cours intensifs, le suivi, etc., on l'a convié à désolée, je reprends, à notre journée solidaire, où il a pu converser avec nos collègues. Il nous racontait comment se passait le sport national en Afghanistan. Et c'était un beau progrès, quoi. Merci pour ce partage. Alors, je vais me tourner vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des volontés d'intervention de votre part ou en ligne? Je vous donne avec plaisir. Non, on est intéressé parce qu'on a plein de candidats à vous orienter. Avec grand plaisir, et on étudiera toutes les candidatures et on recevra tout le monde, et on choisira, puisque nous avons 5 lieux de production en Île-de-France, le secteur qui est le plus adapté à la personne. D'accord. Et à quelle, quelle est la procédure, le contact? Moi, je ne sais pas, je laisse j'ai mes coordonnées, ou voilà, par Lorraine. Oui, on peut. Je sais pas. Ouais, on peut. Alors, je sais pas si on m'entend. Oui, on peut passer par mon intermédiaire. Donc, nous, on est sur la mission passerelle. C'est davantage lié au secteur de l'insertion par activité économique. Je ne sais pas si c'est les structures auxquelles vous appartenez. Mais en tout cas, on peut faire le lien. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, Lorraine Planchon. Oui, je ne sais pas. Mes coordonnées seront peut-être transmises. Voilà. Et sinon, normalement, vous avez mon mail, Clotilde Hob, donc vous pouvez me le transmettre et je transmettrai à Lorraine. Il n'y a pas de souci. On travaille ensemble. Et vous êtes implanté dans le Val d'Oise ou pas? Nous sommes à Nanterre, mais oui. on rayonne sur toute l'Île-de-France. D'accord, d'accord. Peut-être le plus proche, Nanterre. Oui. Je ne suis pas très bonne. Comblaville, non, c'est un peu loin. Non, mais après, de toute façon, ils ont le pass Navigo et ils vont travailler comme tout le monde. Hein. Merci. Oui, alors toujours pour vous, madame. Si nous voulions démarrer une conversation avec vous justement sur un autre public vulnérable que le public des réfugiés, est-ce qu'il serait possible d'une mise en relation aussi pour explorer, parce que le domaine des espaces verts intéresse particulièrement un autre public, le public des Roms. Oui. Et donc avec des problématiques qui sont peut-être pas pertinentes à cette table ronde aujourd'hui, etc. Mais ça serait intéressant pour nous de voir s'il y a même justement des possibilités de conversation, de discussion par rapport à un programme que nous avons qui accompagne ce public vers l'emploi. Mais donc c'est juste l'idée de savoir peut-être à travers Madame Hopp à ce moment-là un mail de mise en relation pour une conversation qui appartiendrait à un autre jour peut-être. Oui. Oui, c'est un sujet qu'on peut aborder, je pense, plutôt aussi avec l'Union nationale des entreprises du paysage, qui fédère les entreprises du paysage plutôt qu'avec Voisins Parquet Jardin uniquement, plutôt avec l'UNEP. Mais en tout cas, vous pouvez me faire un mail et on verra quelle suite on peut donner. Je vais revenir sur cette question de maîtrise de la langue, parce que je pense que c'est quand même un des obstacles. Enfin, on a parlé aussi des questions de solutions d'accueil du jeune enfant qui posent beaucoup de problèmes, notamment pour les femmes.
Mais je pense que la question de la maîtrise de la langue, c'est aussi un des obstacles qui est le plus mentionné en termes de possibilités d'intégration relativement rapide dans l'entreprise. Et du coup, madame, vous parliez du fait que voilà, vous vous étiez arrangé aussi un petit peu, vous aviez fait voilà, des adaptations au sein de l'entreprise pour pouvoir accueillir et accompagner la personne que vous mentionniez en exemple. Et je ne sais pas si parmi la table ronde, là, voilà, il y a aussi ces exemples de... Vous aviez parlé du fait qu'il faut que ce soit un peu facile pour les entreprises, mais il y a aussi le fait que là, on était dans le cas où il y avait un grand besoin de recrutement. Donc finalement, des efforts qui sont fournis face aussi à ce besoin. Est-ce qu'il y a peut-être des réflexions par rapport à cette capacité d'adaptation, enfin, à comment pousser les entreprises aussi à se dire... On peut s'adapter aussi peut-être nous dans nos modalités d'accueil de personnes qui ne maîtrisent pas aussi bien que le français que nos autres salariés. Voilà, comment peut-être réfléchir à des modalités d'accueil et accompagner les entreprises à mettre en place ce type un peu de réflexion au sein de leur structure. Voilà, est-ce que c'est des choses qui sont développées dans vos différents programmes ? Si je peux me permettre de rebondir, justement, l'objectif, là, on a eu quelques exemples sur la sensibilisation des managers ou sur une sensibilité de la part des responsables de chantier, voilà, à accueillir. Peut-être qu'il y a d'autres types d'initiatives du type faire le lien, par exemple, entre une structure de l'IAE et l'entreprise, c'est-à-dire que les personnes qui encadrent ou qui accompagnent la personne dans les structures vont aller en entreprise, voir comment ça se passe autour du poste de travail et ensuite mettre des gommettes, etc., vont essayer d'avoir des symboles et des logos qu'elles vont pouvoir adapter pour l'apprentissage de la personne sur des compétences spécifiques. C'est des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place. Tout l'intérêt, justement, c'est dans ce parcours expérimental, c'est de repérer ce qui est mis en place sur le terrain, ce qui fonctionne. Parce que finalement, en faisant bouger un peu les lignes, et des fois, ça ne demande pas grand-chose, un petit peu de créativité et un petit peu de temps, certes, mais les structures ou les personnes qui accompagnent sont prêtes à le faire. Les entreprises aussi, on a vu, pour trouver des candidats. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir valoriser ces pratiques-là, de pouvoir favoriser les échanges de pratiques et de bonnes pratiques entre les entreprises. Voilà, et c'est aussi l'objet de l'UNEP, je pense, c'est de réunir les entreprises, de pouvoir communiquer sur ce qui marche et pouvoir s'aimer comme ça un petit peu auprès et des entreprises et des structures qui vont accompagner et mettre en place des dispositifs. Voilà, c'est un petit peu les modalités qui peuvent être proposées, qu'on essaie de pousser et de valoriser. Si je peux ajouter quelque chose, donc de notre côté, pareil, on fait des formations, donc des formations rémunérées à destination des personnes réfugiées. Pendant la formation, les participants, ils ont des cours de français, visée professionnelle. Et après, à la fin de la formation, ils ont 3 semaines de stage au sein de l'entreprise. Donc c'est le moment aussi, les collaborateurs, ils sont déjà engagés, ils ont déjà sensibilisé et formé. Et pareil, quand la personne arrive pendant 3 semaines, donc là, pareil, c'est le moment en fait de mettre en pratique ce qu'il a appris pendant la formation. Et pareil, il y a une adaptabilité. Ils vont voir, ils peuvent un peu en fait les horaires, si en fait les personnes ils sont pas mobiles, en fait véhiculées. Donc des fois c'est difficile parce que quand une personne arrive en France, au début il y a quelques années c'était possible d'échanger en fait leur permis. Maintenant c'est un exemple. Donc l'échange de permis maintenant c'est difficile. Donc là, des fois, avec les entreprises, on met en place des véhicules en fait pour le transport des personnes. Donc là, ce sont des choses. L'entreprise aussi, ils ont des besoins forcément, mais en même temps, ils sont ouverts. Ils sont ouvertes à des propositions de notre part, ou aussi des personnes réfugiées s'ils ont des propositions au sein des entreprises. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une et je vous inviterai à réagir à tour de rôle. Là, on a vu, il y a quand même beaucoup de
de freins qui ont été abordés lors de cette table ronde, beaucoup de leviers, alors soit qui ont déjà été mis en place, soit à développer. Je pense notamment à la garde d'enfants, qui revient beaucoup, et je pense que c'est un des points sur lesquels il faut qu'on puisse renforcer nos interpellations, nos plaidoyers, et puis réfléchir ensemble avec les services de l'État, les collectivités territoriales, puisque c'est les départements qui sont en charge sur les dispositifs d'accueil des jeunes enfants. Comment on construit des solutions pour que les personnes puissent accéder au travail et lever, ou à la formation, et lever ce frein-là de la garde d'enfants. Je pense notamment aussi à tout ce qui est formation linguistique, parce qu'on sait que beaucoup de dispositifs de garde d'enfants mettent une priorité aux personnes qui travaillent, et donc ça pose vraiment souci pour celles qui ne travaillent pas. On a également le levier du français, le fait d'être accompagné pour les entreprises, en retenant l'idée et de bonnes pratiques de d'Each One, qui consiste à faire des formations des managers et des encadrants pour favoriser à la fois l'accès en emploi durable des personnes, mais également le maintien dans l'emploi. J'imagine que c'est aussi ça qui est visé. Et donc, un peu pour conclure cette table ronde, comme au départ, je vais vous poser une question à toutes et tous et puis voir vos réactions. S'il n'y avait qu'un élément à retenir, qu'est-ce qu'aujourd'hui il faudrait pour favoriser la mobilisation des entreprises dans le parcours d'insertion des personnes bénéficiaires d'une protection internationale? Et on va commencer dans ce sens-là. Okay. En fait, une seule chose, ça va être un peu compliqué parce que de dire en un seul mot, mais plutôt s'il y a la volonté en fait de changer en fait cette recrutement anecdotique à un recrutement en fait réel et massif, ça va être quelque chose de super intéressant. Et en fait, ça va être, en fait, les besoins sont énormes et importants. Il faut que la réponse aussi ce soit de la même manière. Merci. Moi, contrairement à ce que je vous avais dit, je parlerai de communication, et ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un levier. Voilà, moi je regrette, mais merci à l'UNEP d'avoir monté ce projet en association, mais que ça n'arrive que maintenant. Ça fait des années et des années que je galère pour recruter, et je pense que là, il y a du potentiel, et il faut qu'on communique, qu'on en parle autour de nous, et qu'on multiplie les échanges comme celui d'aujourd'hui. Et merci à toutes les associations qui œuvrent en ce sens-là pour cette mise en relation avec les entreprises qu'il faut encore accroître. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit là. Merci à vous d'organiser cette journée, de nous mettre en relation aussi. Et je pense qu'il est important aussi dans les entreprises, c'est de pouvoir communiquer avec eux, les rassurer aussi sur les démarches, sur le fait qu'elles sont accompagnées dans leur processus de recrutement, dans leur intégration au sein des entreprises, mais aussi que les bénéficiaires sont eux-mêmes accompagnés à côté, que c'est un travail qui se fait tous ensemble, en fait. Le recrutement inclusif, ça concerne tout le monde, en fait, ça inclut tout le monde. Oui, et pour rebondir, je dirais qu'effectivement, c'est en fait de créer des solutions, d'expérimenter, notamment par exemple en alliant de la formation en compétences avec de la formation linguistique, en mobilisant ce qui a été dit, et les entreprises, et les branches professionnelles, et les OPCO, et les associations qui peuvent se faire intermédiaires aussi pour vraiment impacter le plus grand nombre de personnes sur ces parcours-là. Donc voilà, communiquer, expérimenter, créer des solutions et rassurer, et puis s'éclater pour essayer de trouver des solutions. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. On voit bien l'importance de la communication, de l'échange. C'est le but aussi de cette journée. Étant donné qu'on a été aux petites annonces et aux offres de postes, je vous informe également que la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France recherche une ou un comptable. Et donc, si vous avez des profils qui seraient intéressés, pareil, on regardera toutes les candidatures qui nous seront envoyées. Donc, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci beaucoup à nos intervenants de toute la matinée. On va maintenant passer à la pause déjeuner. Et donc, vous pouvez aller, le déjeuner est libre, donc notamment vers Porte d'Orléans. Il y a quand même
plusieurs choses pour se substanter. Et puis à 14 h, on reprend cette journée avec justement un temps qui vise à favoriser les échanges, l'interconnaissance, la communication, un temps de forum, de présentation des lauréats du PIC IPR et puis d'autres projets pour l'intégration professionnelle des réfugiés. On retrouvera Each One, on retrouvera les entreprises pour la cité avec le GAS et Solinum pour le projet Levier. On retrouvera Aurore et le projet Tous mobilisés, tous employables qui a également été présenté ce matin, et puis bien d'autres. Et puis après, nous aurons à partir de 15h10 des ateliers pour réfléchir ensemble, échanger sur les dispositifs qu'on connaît, sur les dispositifs qu'on sait mobiliser, pour essayer de monter en compétence tout simplement sur la question de l'accompagnement des personnes bénéficiaires d'une protection internationale. Et puis, on sera ravis de vous accueillir cet après-midi. En attendant, merci encore et puis bon appétit à toutes et à tous. Merci. Juste en fait, à la fin, en fait, tout le monde, ils ont passé des annonces. Et de notre côté aussi, en Ile-de-France, actuellement, si vous avez des parcours en fait pour préparateur de commandes et caristes avec IKEA, on a une... Oui, préparateur de commandes et caristes, pareil, data analyst, et aussi avec Naturalia, on a une formation pareil pour offre de employés de commerce actuellement dans la région parisienne. Donc il y a d'autres offres aussi qui vont venir. Donc si en fait il y a des personnes intéressées, ils peuvent s'inscrire sur le site Each One, et nous on va les contacter. En fait, nos formations sont différentes. Donc, on a des personnes, en fait, il y a des opportunités qui sont spécialement pour des personnes réfugiées. Il y en a d'autres. Ça dépend, en fait, de la demande des entreprises. Donc, certaines entreprises, ils acceptent les primo-arrivants et d'autres que des personnes réfugiées. Je vous en prie. Merci. Il fait faim, donc je vous laisse aller. Merci à toutes et à tous.